Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Nous sommes en guerre. On vient de l'apprendre, suspension de 90 jours de ses droits de douane. L'Union européenne a été très mauvaise avec nous. Sauf pour la Chine. Pour la Chine, c'est 125%. Ah, je suis très content, les amis. Comme le Japon, ils n'achètent pas nos voitures. J'en rêvais depuis 20-25 ans. Ils n'achètent pas nos produits agricoles. J'espère qu'il va remettre une autre couche, notre ami Donald. It's called Drill, Baby, Drill. Nous sommes en guerre. Et oui, la guerre continue à tous les étages, dans tous ces états, à bas bruit, à haut bruit. Hélas, avec des morts, avec des blessés, aussi avec des victimes et des dommages collatéraux. Tout niveau, économique, social, et puis militaire, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, nous allons parler maintenant du front européen. Le front européen, le front de la Commission européenne de Ursula von der Leyen, avec Virginie Joron, députée européenne, et qui va nous parler de ce qui se passe, des grandes manœuvres qui se passent autour de la Commission européenne et du Parlement européen. Comment réagissent-ils d'abord au tsunami tarifaire de Donald Trump ? On va en parler longuement parce que ça nous concerne aussi, vous savez. La Commission européenne, c'est nous qui payons, ne l'oublions pas. Et à quel niveau ? Et puis un agriculteur que nous avions déjà reçu, Sébastien Béraud, agriculteur en Haute-Loire. Eh bien lui, il se réjouit, il applaudit Donald Trump. Il dit bravo Donald Trump, c'est très bien ce qu'il veut et j'espère qu'il ira encore plus loin. Pourquoi un agriculteur français a-t-il besoin d'applaudir et de souhaiter que Donald Trump aille le plus loin possible ? On va en parler avec Sébastien Béraud. Et puis après les perles, les huiles et bravos, ce qui s'est passé notamment à l'Assemblée nationale avec les journalistes de Frontières, eh bien ce sera la culture dans tous ces états à partir de 13h. Et avec Céline Alonso, nous allons célébrer une chanteuse et une danseuse culte des années 20, des années 25, la plus grande Joséphine Baker, avec l'un de ses fils adoptifs. C'est passionnant. À tout de suite. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Eh bien, je ne suis pas le seul, comme vous le savez, dans tous mes états. Ce qui se passe actuellement, alors, intéressant, une pause, oui, Donald Trump a fait une pause. Lui, qui toutes les heures annonce des choses, depuis 2 mois et demi, ça n'arrête pas, 1 minute, 24 heures sur 24, Donald Trump décrète la pause. Dans quoi ? Eh bien, dans les sanctions ou dans la hausse des tarifs douaniers. Alors, pause de 90 jours, sauf pour la Chine. Alors, pour le moment, donc, l'Europe qui devait se concerter, va se concerter pour répondre, mais peut-être qu'ils vont prendre le temps puisqu'ils ont dit attention, prudence et équilibre. Virginie Joron, bonjour. Bonjour. Alors, Virginie, toujours content de vous recevoir et de vous écouter. Vous êtes députée européenne, je le rappelle, et donc est-ce que, juste un mot là-dessus, est-ce qu'au Parlement on se dit tiens maintenant on va avoir le temps, maintenant qu'il y a une pause de 90 jours décrétée par le président américain, ou est-ce que c'est le branle-bas de combat pour répondre quand même à ce tsunami de tarifs annoncé par Washington ? Effectivement, c'est plutôt branle-bas-combat, comment on fait, comment on réagit, puis la désorganisation totale. Je vais vous donner un exemple. Oui. J'ai eu la commissaire du numérique Virkkunen en audition ce lundi, et j'ai réagi par rapport à cette amende que la commission plancherait en ce moment. Moi, j'ai entendu $1 milliard. Ça a été un peu l'information qui circulait. L'amende contre X, c'est ça ? Contre X, oui, contre Twitter. X, au regard de a priori de l'inapplication du règlement du DSA. Et donc, on a eu cette rumeur qui est partie du New York Times, qui a atterri dans certains journaux ici. Et donc, j'ai posé la question, je dis, est-ce que c'est une rumeur ou pas ? Oui. Eh bien, elle n'arrivait pas vraiment à répondre parce qu'elle était gênée. Parce que je pense qu'effectivement, ils se servent de cet outil pour un petit peu négocier d'autres accords, d'autres problématiques. On l'a vu avec effectivement Trump l'avait dit, America First, donc il est en train de mettre tout en place pour effectivement privilégier son marché. Oui. Et donc avec cette réécriture pour nous de notre marché, puisqu'il faut qu'on s'adapte, et aussi, nous on l'avait déjà dénoncé, il faut qu'on se renforce,
Mais effectivement, depuis des années, tout était ouvert. Il y avait d'ailleurs un autre exemple, et j'ai aussi posé la question, cette non-souveraineté que nous avons au regard du numérique, où on est dépendant de Microsoft, Google, des GAFA. Est-ce que là aussi, c'est pas aussi une opportunité pour la Commission de réviser ces contrats? Effectivement, elle n'a pas répondu parce qu'ils sont dans le flou et ils ne savent pas aujourd'hui encore comment réagir à cette pause que Trump vient d'annoncer. Et quand il y a du flou, il y a un loup, et ce loup-là, vous le connaissez aussi bien que moi, Virginie Geron, c'est l'absence totale, mais depuis 25 ans, 30 ans de plan B en ce qui concerne les ordinateurs, en ce qui concerne les plateformes, en ce qui concerne tout cela. Effectivement, aujourd'hui, si on ferme Microsoft, on ferme X, on ferme tout ça, quels sont les produits de remplacement? On sait que c'est pas demain que ça va surgir tel un enchantement. Mais je voudrais revenir à effectivement la liberté d'expression. Alors, vous en avez parlé, Virginie Geron. Nathalie Loiseau, je rappelle à nos auditeurs et spectateurs que Nathalie Loiseau, députée centriste du groupe Réunion Europe, a été élue donc président de la commission spéciale sur le bouclier européen de la démocratie du Parlement européen. Donc voilà, la démocratie est en danger, on va faire un bouclier. Alors très bien. Alors, de quoi cette commission spéciale est-elle le nom? Et quand on lit un peu le libellé des choses, il y a cet amendement, cet alinéa très intéressant. Donc cette commission ou cette commission spéciale devra lutter contre les campagnes d'information et la communication stratégique de pays tiers malveillants, les étrangers extra-européens bien sûr, y compris par l'intermédiaire d'acteurs et d'organisations nationaux de l'Union qui nuisent aux objectifs de l'Union européenne et qui sont créés pour influencer l'opinion publique de l'Union. Alors là, qu'est-ce que ça veut dire, justement? Eh bien, déjà, qu'est-ce qu'un pays tiers malveillant? Est-ce qu'aujourd'hui, on considère que Donald Trump et les États-Unis sont un pays tiers malveillant, puisqu'on voit bien qu'ils veulent renégocier les tarifs douaniers? Est-ce qu'en tout cas, la Commission considère que c'est un pays tiers malveillant? Et donc, de ce fait, s'ils considèrent cela, est-ce que moi, j'ai le droit, puisque, comme on voit, ils disent, y compris par l'intermédiaire d'acteurs ou d'organisations nationales de l'Union, donc moi, est-ce que je peux reprendre le discours de Trump et critiquer l'Union européenne et sa politique? Quand on lit effectivement ce paragraphe, qui est incroyable, parce que là, il ne lutte pas contre la désinformation. Là, c'est l'information, et finalement, toute critique de pays tiers dits malveillants sans le définir, et qui remet finalement la liberté d'expression au regard de ce texte. Et c'est pour moi encore plus grave. Parce que vous avez vu, comme l'a dit souvent, le diable se cache dans les détails. Mais effectivement, vous avez vu, c'est un peu le petit dé planqué à la 7e page. Il est important parce que ce qui veut dire que là, la liberté d'expression est vraiment remise en question. Pas de définition de pays tiers malveillant. Qu'est-ce que sont les objectifs de l'Union? Là, ce n'est pas défini. Et pour influencer l'opinion publique de l'Union, là également. Donc, on voit bien que ils sont en train de mettre en place un outil pour contrôler les médias. Ça, on le savait, il y a eu une conférence avec les fact-checkers, et donc effectivement, Nathalie Loiseau est allée les soutenir en leur disant qu'elle voulait institutionnaliser leur métier. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, ces gens vont avoir une compétence, un aura et peut-être un pouvoir. Contrôleur autorisé, oui, c'est ça. Voilà, contrôleur autorisé avec le label de l'Union européenne et avec effectivement avec votre argent, parce que ces gens-là ne sont pas bénévoles. Et en même temps, en parallèle, la volonté de contrôler toutes les élections, puisque Madame Virkkunen, que j'ai vue donc lundi, nous a encore signalé, et en tout cas confirmé, que pour les prochaines élections en Roumanie, ils mettaient en ordre des réunions, des codes de conduite, des codes de bonne pratique autour des élections. Mais ça aussi, c'est nouveau. C'est pas normalement la compétence de Bruxelles d'organiser, de contrôler, de donner des lignes directrices aux autorités nationales pour suivre des élections, et là, sous l'angle des réseaux, des plateformes, donc de la liberté d'expression. Et au regard de cette phrase, ça veut dire qu'on a déjà le narratif qui se met en place, donc les objectifs de l'Union, et pas de critique au regard de politiciens qui auraient des doutes ou qui auraient dénoncé, notamment, vous avez vu, il y a ce scandale autour des ONG,
qui sont on va en parler plus flou. tard, ça, effectivement, Virginie Geron. Mais quelque chose, vous faites bien de parler des élections. On a vu quand même ce qui s'est passé en Roumanie. Quand le Călin Georgescu, qui est arrivé à 40% des voix, on a tout simplement annulé les élections. Deuxièmement, on empêche le dit Călin Georgescu de se représenter. Troisièmement, vous avez vu ce qui se passe en Irlande avec Conor McConnor, vous savez, le lutteur, enfin le lutteur voilà, et qui doit se présenter et qui apparemment a des chances. Eh bien, on est en train de dire, en tout cas, ça c'est la Cour constitutionnelle d'Irlande, bien sûr, c'est pas l'Europe. Mais est-ce que l'Europe, ça veut dire que quelque part veut s'arroger le droit d'orienter ou de diriger l'élection, et ça doit aller dans l'autre sens. Si ça va pas dans l'autre sens, eh ben c'est pas valable, c'est pas légal. C'est tout à fait ça, ce qui est en train de se mettre en place. Ils utilisent cette commission spéciale qui est là que pour quelques temps. Donc ce rapport-là, vous avez là les objectifs de cette commission qui va aboutir, qui va accoucher d'un rapport, pas législatif, mais de recommandations pour que la commission Van der Leyen puisse créer un nouvel outil, un nouvel organe pour dire, les députés, parce que il nous faut croire que c'est démocratique tout ça, on peut croire que tous les groupes politiques ont un droit de regard sur toutes ces auditions, toutes ces expertises qu'ils convoquent pour donner un petit peu du débat sur le sujet, mais ce qui est complètement faux. Vous avez bien vu, à chaque fois, les experts qu'ils invitent sont toujours des experts qui défendent le narratif de l'Union européenne et qui défendent le narratif surtout de ceux qui ont perdu les élections. Donc on voit bien que c'est la fausse démocratie durant l'organisation de cette commission pour accoucher d'un outil que Madame Van der Leyen va s'arroger pour contrôler les futures élections. C'est ce qui a été mis en place lors du précédent mandat au regard de la compétence santé. On a eu la pandémie, on a une commission spéciale et on a eu aujourd'hui, avec la nouvelle mandature, maintenant, la compétence santé qui est dans les mains de Van der Leyen. On a mis la même chose avec la crise en Ukraine où maintenant on a la compétence défense qui est en train de se mettre en place au sein de l'Union européenne. Donc ce qu'ils veulent, c'est contrôler les médias et les élections, parce qu'ils voient que depuis 2 ans, même plus, bien avant avec nous, avec la montée du Rassemblement national ici au Parlement, on a vu que dans tous les pays européens, il y avait cette montée qu'ils n'arrivaient plus à contrôler, montée des patriotes, que ce soit en Autriche, que ce soit aux Pays-Bas, et surtout l'avènement de Trump. Alors ça a été le coup fatal, et donc l'accélération ici à Bruxelles pour contrôler ce narratif qui les effraie et qui veulent contrôler, parce que vous avez bien vu qu'ils ont des objectifs avec cette Union européenne. Alors, et l'objectif, c'est quoi? Je termine juste là. L'objectif, c'est de créer une Europe fédérale. Mais alors, c'est très intéressant. Est-ce qu'on voit quelque chose? Alors, corrigez-moi si je me trompe. Le sentiment qu'on a, c'est qu'au fond, cet état profond, alors certains disent non, ça n'existe pas, mais on sait très très bien ce que ça veut dire. Ce qui se passe aux États-Unis font qu'un certain nombre de gens, je parle de globalistes mondialistes, qui sont un peu, frappés, en tout cas, ébréchés, je dirais, à Washington, se transportent à Bruxelles. C'est-à-dire que Bruxelles devient le cœur du réacteur, d'un certain réacteur de la résistance justement à la montée des souverainismes. En tout cas, tout se passe comme si. Alors en tout cas, c'est vrai que vous avez les démocrates qui sont pour moi des faux démocrates qui ont perdu ces élections. Et vous voyez bien qu'en Europe, ils existaient aussi, puisqu'on l'a vu au regard de l'USAID, où vous avez toutes ces organisations qui, du jour au lendemain, on pu vivre, et on les a vus sortir de leur grotte. Et je vais vous donner un autre exemple. Je suis intervenue sur le sujet, c'est Radio Free Europe. Vous savez, c'est cette vieille radio qui avait été créée par la CIA américaine, pour le narratif américain, depuis la guerre froide, oui. Son siège est en République tchèque. Et donc, on ferme donc Trump avec cette nouvelle volonté de contrôler son budget, donc fermeture de USAID. Et donc, un des fleurons, c'est sur cette radio. Direct, donc suppression de 140 millions de dollars par an. Et donc, la réaction de Bruxelles, c'est de dire, écoutez, on va reprendre le budget pour continuer à faire vivre cette radio. C'est-à-dire c'est l'Union européenne qui va, la Commission européenne, l'Union européenne qui va financer Radio Free Europe. Ils vont remplacer les Américains. Exactement. Donc on voit bien qu'effectivement c'est plutôt politique. Les démocrates ont perdu aux États-Unis, effet direct au niveau de l'Europe, puisqu'ils les avaient depuis des années, ils étaient cumulés via des fondations, via des think tanks, via des ONG, ça c'est le sujet après, et vous verrez bien qu'il y a des liens, mais ces liens étaient politisés.
Et le fait d'avoir cette nouvelle vague qui vient des États-Unis avec une nouvelle politique, eh bien, on voit bien que tout le château de cartes s'effondre ici, en Europe, et avec une certaine résistance via Bruxelles, via Madame Loiseau, via Madame von der Leyen, qui tente un petit peu de résister à cette vague. Tout à fait. Alors, on va en parler juste après cette petite pause, Virginie Geron. Restez avec nous, c'est passionnant, avec ce qui se passe avec les ONG, le financement des ONG par l'Union européenne. Je rappelle que ça s'appelle organisation non gouvernementale, mais ce sont les gouvernements, à travers la Commission européenne, qui subventionnent les organisations non gouvernementales. Vous voyez, sémantiquement, c'est déjà intéressant, mais la réalité est encore plus passionnante. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Que se passe-t-il avec la Commission européenne, le Parlement européen, l'Union européenne? N'oubliez pas que c'est aussi notre président, c'est notre pouvoir exécutif global, continental. Et on va parler, justement, vous avez aussi soulevé ce problème et cette grande question, Virginie Geron, c'est les ONG. Alors, les ONG, les organisations non gouvernementales, eh bien, on apprend, effectivement, on le savait déjà, mais on apprend que l'Union européenne verse des milliards aux ONG. On a suivi le Qatargate, les valises pleines de billets d'un certain nombre de députés européens, parce que ce qu'on a appris, et vous allez nous le confirmer ou pas, Virginie Geron, c'est que Ursula von der Leyen et la Commission européenne subventionnent des associations ou des ONG pour influencer les votes du Parlement européen, dont vous faites partie, bien sûr, Virginie Geron. Et effectivement, donc, un rapport de la Cour des comptes européenne apporte une réponse. Eh bien, où sont les milliards? À qui sont-ils? Etc. Et c'est financé par la Commission à hauteur de 7,4 milliards d'euros. Je répète, c'est notre argent, à nous Européens, 7,4 milliards d'euros. Alors, qu'est-ce que c'est ces ONG? Comment ça se passe, Virginie Geron? Vous avez bien fait de rappeler un élément essentiel du dossier, c'est le Qatargate. Tout est parti de là, même si on sait depuis des années. De la nouvelle définition, parce qu'en fait, il y a eu cette affaire du Qatargate qui a mis en exergue deux associations, deux ONG. Oui. Je vous rappelle les noms parce que c'est important de le rappeler. C'est Fight Impunity, donc lutter contre l'impunité, et l'autre c'était No Peace Without Justice. C'était deux ONG bidons qui récupéraient de l'argent de la Commission sous couvert d'influence du Qatar auprès des parlementaires et pour faire changer un peu la donne pour leur image. D'accord. Et donc, en fait, il y a eu une définition qui a été rajoutée sur le règlement financier, une définition très précise. Vous l'avez dit aussi, c'est très bien, parce qu'on dit, ce qu'on appelle en organisation non gouvernementale. Non gouvernementale. Mais en fait, il y a une définition très précise. Et c'est tout l'intérêt du sujet. Parce qu'après, il y a eu enquête, on voit bien que tout est opaque, et surtout, on voit bien qu'il y a des cascades d'ONG qui sont mises en place, un écosystème d'ONG qui est mis en place. Il n'y a pas de contrôle de la Commission, donc on ne se pose pas. On se demande même s'il n'y a pas une complicité. La définition est importante. Le règlement financier de l'Union définit une ONG comme étant une organisation bénévole, indépendante des pouvoirs publics, sans but lucratif, qui n'est ni un parti politique ni un syndicat. Et à partir de là, ces ONG, qui sont identifiées par la Commission, sont répertoriées dans un registre transparent qui est public, et donc elles peuvent obtenir certaines subventions au regard des programmes mis en place par l'Union européenne. Je vais vous donner un exemple, parce que c'est vrai, c'est 50 pages, il y a beaucoup de choses intéressantes dans le dossier. Moi, ce qui me sort, qui est flagrant, c'est le problème de la définition d'une ONG. Vous avez ici, là, on a défini ça, cette définition qui a été actée par le Parlement suite au Qatargate, parce que c'était le problème de ces deux associations, deux ONG socialistes, qui finalement étaient politisées et étaient bidons. Et donc, on a mis en place cette définition, mais on voit bien qu'avec cette enquête de la Cour européenne qui a fait 50 pages, dit qu'il y a un flou. C'est-à-dire que les critères que la Commission devrait regarder ne sont pas mis en place. Je vous donne un exemple. Oui. Oxfam. Je pense que vous connaissez. Oxfam, c'est une espèce d'organisation dite non gouvernementale britannique qui exerce depuis des années en Europe. Quand vous regardez dans son registre de transparence, eh bien, à chaque ligne où il y a la mention subvention de l'Union européenne, normalement, ils doivent le déclarer. Donc, depuis 2009, ils sont enregistrés à la Commission ici.
Depuis 2009, ils sont enregistrés et tous les ans, ils doivent indiquer qu'il y a eu des changements, s'ils ont eu de l'argent. Combien ils ont eu, etc. Combien ils ont gagné. Alors, ils mettent qu'une partie et surtout, tout ce qui concerne les subventions de l'Union européenne, c'est NA, ça veut dire non opportun. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien à mettre à ce Vous voulez dire, ils mettent pas de chiffres, vous voulez dire? Ils mettent pas de chiffres. Donc, ils mettent zéro, en fait. Hein. Et quand on regarde sur le site de la Commission, eh bien, ils ont touché, j'ai les chiffres là, presque 1 milliard d'euros en 10 ans. Donc, depuis, 1 milliard d'euros en 10 ans pour Oxfam. Voilà, oui. Pour Oxfam International. Mais ils ne le mettent pas sur le registre de la transparence. Après, vous allez sur le même registre de la transparence, il y a un autre Oxfam Belgique, un peu plus haut, et on regarde aussi ce qu'il y a dedans. Et par contre, là, ils mettent qui touche de l'argent de l'Union européenne, donc c'est 6,3 millions d'euros. Et là aussi, quand je vous ai dit la définition, ils disent bien que c'est toute ONG sans but lucratif. Et quand vous regardez dans le registre de la transparence, vous voyez qu'il y a des ventes de magasins pour 13 millions. Donc, la Commission ne fait pas son boulot. Parce qu'au regard de cette définition que nous avons tous votée, eh bien, on voit bien que de l'argent est dilapidé auprès de ces ONG, sans regarder si ils répondent à ces critères. Et puis, j'ai envie de vous dire, Oxfam France, vous savez qui est la présidente? Qui est la présidente? On n'a pas entendu. Cécile Duflot. Cécile Duflot. Ah ben oui, bien sûr, c'est vrai. Bien sûr. Bon sang, mais c'est bien sûr. Mais, donc, vous voyez bien qu'il y a toujours un lien. Déjà, il n'y a rien de bénévole. Ces gens-là, quand vous regardez de plus près leur salaire, ils ne l'étudient pas d'ailleurs. D'ailleurs, j'ai demandé à ce qu'on l'étudie. On ne publie pas les salaires de ces... Non, ces gens-là, puisqu'ils ne publient rien en plus. Enfin... Ils ne publient rien. Donc, on a un problème aussi, parce qu'ils sont quand même... C'est normalement 100% subventionnés. Donc, ce qui veut dire que c'est de l'argent public. On ne connaît pas leur salaire. Vous voyez bien que la Madame Duflot, elle n'est pas nette politiquement. Hein, donc, ancienne secrétaire des écologistes. Une des figures de l'écologie, bien sûr. Et donc, elle se retrouve à la tête de Oxfam France. Elle, avec maintenant dans le registre de transparence où il y a un flou, on ne sait pas combien il touche. Et donc, on voit bien que la Commission ne fait pas son travail. Et c'est très bien que la Cour des comptes leur rappelle 50 pages à charge. Et je vais vous donner un autre exemple qui est encore pire pour la France, qui est accablant. Les juges ont demandé à ce que, parce qu'il y a un problème de définition, et c'est tout le sujet. Oui, c'est la définition. Oui. Du gros dossier, parce que vous l'avez dit, c'est quand même 7,6 milliards d'euros, ce n'est pas rien. Et le problème de la définition, comme vous l'avez dit aussi, quand il y a un flou, il y a un loup, et donc effectivement, la France ne définit pas ce que c'est une ONG. Et là aussi, donc c'est très bien parce que les juges l'ont écrit, c'est noir sur blanc. Page 21, vous verrez qu'ils ont demandé à ce que les autorités nationales transmettent leurs critères de sélection des ONG qui touchent en France les subventions, puisqu'il y a des programmes qui s'adressent directement à des ONG françaises. Donc, c'est notamment FSC+, c'est un soutien européen à l'aide alimentaire. Et l'autre qui est important, famille, c'est un fonds asile, migration et intégration. Eh bien, la France a répondu à ces juges qu'elle n'avait pas donné de définition à des ONG. Donc en fait, c'est n'importe quoi. Si on donne des chèques, on ne sait pas à qui. Mais Virginie Geron, il y a quand même un problème de base. Enfin, moi, je parle vraiment à un niveau je sais pas moi, du bon sens. Si ça s'appelle organisation non gouvernementale, je répète, ça ne devrait pas être subventionné par les gouvernements. Pardon. Moi, ça devrait être subventionné. Ce serait très bien. Bravo pour les associations. Et il y a des associations qui font un travail formidable, des bénévoles, etc. Et puis pourquoi pas mais qui soient aidés par les dons des gens qui y croient, qui ont envie d'y croire. Il y a des millions de personnes et c'est très bien les dons, les abonnements, s'il y a des choses. Mais ce qui est extraordinaire, c'est on parle d'ONG et en fait on constate qu'ils sont subventionnés à 80 ou 90% soit par les gouvernements européens, soit par la Commission européenne, soit par les gouvernements nationaux. Et on le voit à l'intérieur de la France. Il y a quand même quelque chose de je ne sais pas moi, du bon sens, du vocabulaire de base. C'est un écosystème qui a été mis en place depuis des années avec des gens qui tirent la couverture à leur profit. L'avantage de ce rapport, c'est que pour le coup, il n'est pas du tout politisé, mais très neutre et il met en lumière cette problématique. Effectivement, ONG non gouvernementale, pourquoi pas, mais on voit bien que dans les faits, il y a des montages, il y a une opacité, il y a un manque aussi
volonté de la Commission de regarder de plus près les critères. Et moi, je vous dis, pour moi, les complices, et vous l'avez rappelé aussi, avec ce scandale qui a éclaboussé la Commission en début d'année, c'est le projet LIFE. On s'est rendu compte que des programmes étaient subventionnés par la Commission en termes de lobby, pour pousser certains parlementaires à accepter le Green Deal, dont vous savez, c'est le fameux pacte vert. Le pacte vert, oui. Le pacte vert pour accepter l'inacceptable au regard notamment de la fin de voitures à moteur thermique. Donc oui, c'est assez hypocrite d'un côté de dire, de défendre, comme on l'a vu dans la première partie de l'émission, les valeurs de l'Union européenne. Voilà. Il faut contrôler, il faut protéger les Européens d'ingérence extérieure. Et en fin de compte, tout l'écosystème qui est mis en place, à chaque société, vous pouvez regarder, donc Oxfam International, il y a des fonds qui viennent de l'autre bout du monde. European Climate Foundation, Open Society Foundation, bon, toujours les mêmes. Open Society Foundation de George Soros, voilà, je le rappelle comme ça, en passant. Hein. Exactement. Et donc, la plupart de ces ONG, eh bien, elles ne sont pas neutres politiquement et aussi par des ingérences étrangères. Je reviens sur l'exemple pour moi le plus flagrant, c'est Expert Forum. On les a contactés pour la commission, c'est pas moi, Madame Loiseau, pour parler de l'élection en Roumanie. Expert Forum, donc c'est un think tank roumain, financé à 90% par les États-Unis, enfin l'ancienne administration. Ouais. Donc vous voyez bien que et la Commission aussi participe à ce financement. Vous verrez, ils ont mis leur logo sur leur site. Donc il n'y a pas de neutralité du tout, manque de transparence. Ouais. Et d'ailleurs, une des associations, moi j'aime bien une association, il ne s'agit pas ni de l'attaquer ni de la défendre, mais j'adore quand une association s'appelle Transparency International. Vous avez entendu parler. Oui. C'est pas mal, Transparency, alors qu'on cherche la transparence. Une dernière question qui est à Virginie Geron, de toute façon, on sera appelé à reparler de tout ça. C'est quoi, aujourd'hui, les valeurs européennes, puisque c'est au nom des valeurs européennes qu'on fait tout ça? C'est quoi les valeurs européennes? Alors, si je lis dans les rapports et dans la politique qu'ils mettent en place, c'est copinage, corruption, c'est conflit d'intérêts et c'est opacité. Hein. Vous savez, l'affaire du Pfizergate, où on a demandé l'accès au contrat et la les fameux SMS et les contrats, voilà, les SMS, etc. Oui, bien sûr. C'est toujours caché. Et l'exemple type, c'est quand je demande l'accès au contrat LIFE, là, vous savez, ce scandale où on a financé des ONG, je n'ai pas le droit de faire une photo de ce contrat. Je dois signer un papier où je dois dire que je ne parlerai pas de ce contrat, de ce que j'ai vu. Et quand je fais une photo, parce que je l'ai essayé sur mon ordinateur, on voit mon nom tout de suite, donc je ne peux pas l'exploiter. Donc c'est opacité, conflit d'intérêts, corruption, toutes les valeurs que nous dénonçons, quoi. C'est l'opposé total, parce que c'est encore une fois l'argent public, et aussi, j'ai envie de dire, perte de souveraineté, parce que ils veulent contrôler aussi tout ce qui se passe dans d'autres pays, comme notamment en Hongrie, et notamment en Roumanie avec les élections. Voilà, vous savez, au temps de Molière, Tartuffe sévissait dans certains milieux. Aujourd'hui, Tartuffe sévit dans une certaine commission. Merci Virginie Geron. Il y a 2 jours, sur les réseaux sociaux, j'entendais ceci qui a attiré effectivement mon attention, et vous verrez pourquoi, et d'ailleurs j'ai reconnu quelqu'un que nous avions déjà reçu. Écoutez d'abord ceci au moment où Donald Trump, c'était le 7 avril, enfin depuis le 7 avril, comme vous le savez, Donald Trump a déclenché son tsunami tarifaire mondial. Écoutez. Salut les amis, nous sommes le lundi 7 avril. Ah, je suis très content, les amis. Je suis très content. J'en rêvais depuis 20-25 ans que le système de la bourse s'effondre. Et là, c'est bien parti. C'est bien parti. Ça aurait dû arriver en 2008, rappelez-vous, quand Sarkozy avait sauvé les banques. Cette espèce de sio-sio. Donc, je remercie énormément Trump. Vous voyez, le système, il tient à rien du tout, à une seule personne qui met des droits de douane. Donc, merci à Trump. J'espère qu'il va remettre une autre couche, notre ami Donald. Parce qu'il faut absolument que ce monde financier, économique, bancaire s'effondre complètement. Il faut que la bourse s'effondre. Ça a fait trop de dégâts. Il y a trop de paysans, trop de petits commerçants, d'artisans, tout ça qui sont passés à la trappe à cause de ce système bancaire, de ce système de la bourse. Parce que le CAC 40, les grandes entreprises, ils ont fait disparaître toutes ces petites mains. Donc il faut absolument que, il n'y a même pas besoin de manifester, il n'y a qu'à juste à attendre. Voilà, il faut prier le bon Dieu pour que Donald remette une autre couche.
Sébastien Béraud, bonjour. Bonjour, Monsieur Berkoff. Merci. Mais écoutez, c'est très intéressant. Vous êtes agriculteur en Haute-Loire, on vous avait déjà reçu d'ailleurs. Mais dites-moi, à l'heure où on dit, mais ce Trump, ce fou est en train de ruiner l'Europe, en train de nous ruiner, en train de faire n'importe quoi, vous vous dites bravo, bravo, qu'il continue, qu'il aille plus loin. Vous, agriculteurs français, pourquoi? Dites-moi. Pourquoi vous avez lancé je dirais presque ce cri d'amour, en tout cas ce cri d'admiration? Mais parce que moi, j'en peux plus de ce système boursier qui fait mourir les paysans. Parce que pour que la bourse, elle tourne, eh bien, il faut que les industriels ils gagnent un maximum d'argent, qu'ils fassent des bénéfices pour que les actionnaires ils achètent des actions. Et ça, c'est au détriment des producteurs de lait, de viande, voilà, toutes ces petites mains qui font tourner le système boursier. Mais... Moi, j'en peux plus de ça. Il y a trop de dégâts. Et on le voit. Monsieur Rousseau, président de la FNSEA, avec son grand groupe Avril, il gagne autant d'argent en faisant entrer des produits agricoles de l'autre bout du monde. Donc, ça ne peut plus tenir. Il faut arrêter. On nous parle de souveraineté alimentaire. Mais la meilleure souveraineté, c'est qu'on mette des taxes, des fortes taxes, et que chacun arrive à se nourrir et à produire ses biens de consommation dans ses... pays et dans ces continents respectifs. À quoi ça sert que nous, on vende du lait en Amérique, les Américains, ils nous vendent les paquebots, ils se croisent avec la même marchandise à quelque chose près. C'est du ridicule. Donc moi, je suis un fan de Trump parce qu'il a tout compris. Lui, c'est un vrai patriote. Il défend son pays, il défend les Américains. D'ailleurs, j'ai pu hier discuter avec Sylvia Miami, une amie très intime à Trump. Ah, on ne vous entend plus là. On ne vous entend plus. Il y a un problème. Sébastien Béraud. Est-ce qu'il peut prendre son téléphone ou je ne sais pas. Est-ce que vous ne l'avez pas? Bon, écoutez, Sébastien, on a un problème technique là. Sébastien Béraud. À propos de Trump, je voudrais rappeler quand même que effectivement, vous savez ce qui se passe, la visée depuis les droits de douane hausse de 20%. Donc l'Union européenne avait adopté ses premières mesures de riposte. Depuis, il y a eu effectivement portant sur une première liste de plus de 20 milliards d'euros de marchandises made in USA, produits agricoles comme le soja, la volaille, le riz, etc. Alors les droits de douane de 20% sur l'ensemble des produits européens entrés en vigueur le 9 avril. Il y a une pause, comme vous le savez, depuis ce matin. Bruxelles s'est dit prête à suspendre ses droits de douane à tout moment. Donc, on attend. Les gens prennent un peu le temps. Accord juste et équilibré. Alors, on ne sait pas ce qui va se passer, mais effectivement, c'est en plein conflit. L'Union européenne voudrait surtaxer à partir de juillet des millions de tonnes d'engrais qui arrivent de Russie. Vous voyez ce qui se passe. Enfin, le monde est totalement bouleversé par ce qui se passe là. L'Europe est dopée aux engrais russes. Qu'est-ce qui se passe? Alors on dit feuille de route pour le secteur agricole, justement dont parlait Sébastien Béraud. Ils promettent, la Commission, il promet de simplifier la PAC et de limiter l'importation de produits qui ne respectaient pas certaines normes environnementalistes. Là, nous avons Sébastien Béraud à nouveau. Oui. Ah, très bien. Ben, écoutez, on a eu un problème technique. Alors, Sébastien Béraud, oui, continuez. En fait, ce que vous dites, c'est, aujourd'hui, les petits commerçants, les artisans, etc., sont impactés par un système globaliste où on ne parle, on fait des tarifs bons pour les uns, pas bons pour les autres, où c'est une espèce de jungle. C'est ça? Ben oui. On voit bien que ce qui gouverne aujourd'hui, c'est le CAC 40, c'est les grosses multinationales, au détriment des travailleurs, des petites mains, des TPE, des PME, qui eux font la véritable économie du pays. Ouais. C'est pas le système boursier qui fait l'économie. Voilà, moi je défends le bon sens paysan. Et c'est des valeurs qu'on connaît depuis tout le temps et il faut continuer comme ça. Oui, et donc pour vous, dites-moi, c'est intéressant, pour vous, Trump, c'est presque un révolutionnaire, quoi, quelque part. Oui. Oui. Allô? Oui, vous m'entendez? Je crois qu'on a reperdu Sébastien Béraud. Bon, écoutez, on va laisser, malheureusement, c'est vraiment dommage parce que c'était intéressant, mais... Ça, hein? Oui.
Alors, nous allons passer à autre chose. Est-ce qu'on peut mettre la musique, au moins, de la huée? Gendarme de France, soldat de la loi. Gendarmerie, l'hymne de la gendarmerie. Et pourquoi on en parle de la gendarmerie? Pas du tout pour ce qui s'est passé, pour un incident, pour l'incivilité, pour une révolte. Non, non. Le tribunal administratif de Lyon a annulé cette année la célébration de la Sainte-Geneviève à Privas pour les gendarmes. C'est une fête patronale, populaire, ancestrale. Voilà, non, et vous savez, et au nom de quoi? Au nom de la laïcité. C'est-à-dire que ce qui est en train de se passer dans notre cher et doux pays, c'est qu'au nom de la laïcité, il faut enlever tout. Les cérémonies, les traditions, etc. Bientôt, il faudra enlever la Sainte-Barbe pour les pompiers, puis à la Saint-Georges pour la cavalerie. Alors évidemment, les gendarmes sont pas contents. C'est un tollé dans les rangs de la gendarmerie nationale. Je rappelle que depuis 1962, c'était le pape Jean XXIII qui avait effectivement fait la protectrice des gendarmes, Sainte-Geneviève. Eh bien, voilà, c'est une tradition qui... Enfin, je parle Sainte-Geneviève, c'était en 451, dans la défense de Lutèce, que les Huns s'apprêtaient à envahir. Mais où est le problème? Je voudrais savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils ont, qu'est-ce que c'est que cette espèce de fausse laïcité, au lieu de défendre vraiment les gens qui s'en prennent tout à fait à ce qu'est l'esprit national, ce qu'est l'esprit d'ouverture, ce qu'est l'esprit de la France. Non, on s'en prend au nom d'une laïcité totalement dévoyée. Alors, on s'en prend au calvaire, on s'en prend aux crèches, on s'en prend à tous les signes extérieurs. Mais attention, signes extérieurs que d'un côté, pas de l'autre. C'est quand même assez hallucinant de voir qu'on en est réduit à ce stade où on dit que les drapeaux français, c'est évidemment à la droite d'Adolf Hitler, que c'est un trouble à l'ordre public. Oui, oui, en France, il y a des gens qui m'ont dit c'est le drapeau qui ont été condamnés pour trouble à l'ordre public. C'est intéressant quand même de voir à quel point certains esprits sont totalement... comment je dirais, c'est le Sahel, c'est le Sahara, plus aucun neurone. Et c'est quand même dommage, plus que dommage. Et puis on va parler de frontières. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Journaliste pour ta première page, tu peux écrire tout ce que tu veux. Je t'offre un titre formidable, la balade. Eh oui, Gérard Lenormand, la balade des gens heureux. Non. Car vous êtes aujourd'hui journaliste, de quelque bord que vous soyez, c'est au sein de l'Assemblée nationale qu'il peut se passer des choses. Voilà, c'est-à-dire qu'à la terrasse du Parlement, il y avait une manifestation hostile à Frontières, qui est un journal de droite, qui vient de faire un numéro spécial, un magazine sur la France insoumise. Alors, ça n'a pas plu du tout à la France insoumise, et on a entendu cela. Il y avait 3 journalistes de la France insoumise qui étaient là, qui ont été coincés contre un mur, et puis il y avait des députés de la France insoumise et du Parti socialiste et, je crois, d'Europe Écologie Les Verts. En tout cas, le PS et la France insoumise, c'est sûr. Écoutez. Vous m'empêchez de faire mon travail? Ouais, c'est ça. Vous m'empêchez de faire mon travail? Et moi, vous m'empêchez de faire une photographie. Vous m'empêchez de faire une photographie à l'Assemblée nationale. Pour une journaliste. Vous m'empêchez de faire une photo à l'Assemblée nationale. Je fais mon travail de journaliste. Je fais mon travail de journaliste. Vous vous rendez pas compte de ce que vous faites là? Non, je fais mon travail de journaliste. Je fais mon travail de journaliste. Vous êtes des fascistes. Je fais mon travail de journaliste. Vous êtes des fascistes. Voilà, Frontières, casse-toi, des partisans de LFI étaient là devant. Tout ça, l'Assemblée nationale au Palais Bourbon. Et vous aviez 2 journalistes, voilà, coincés contre un mur, contre une colonne, pratiquement agressés, il faut le dire, par des députés. Des députés, c'est intéressant, alors que vraiment ils venaient pour parler. Et puis même, vous voyez, la présidente de l'Assemblée nationale a dit attention, elle s'en est pas pris aux députés. Non. La liberté de la presse s'exerce nécessairement selon des modalités garantissant le bon exercice, etc.
Quel bon exercice. Est-ce qu'ils étaient venus avec des barres de fer, ces journalistes? Est-ce qu'ils étaient venus avec des matraques? Et ils sont venus avec des revolvers? Non, non. Non, non, ils sont venus avec leur portable et ils photographiaient. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, on les a pratiquement exclus et on les a expulsés manu militari. Voilà, ça s'appelle la France, ça s'appelle la démocratie, ça s'appelle le fait que, et c'est ça peut-être le plus préoccupant, parce que moi j'aurais été encore au moins aussi indigné si des députés du Rassemblement national avaient coincé contre le mur des journalistes de Libération ou de Mediapart. La liberté ne se divise pas. Est-ce qu'il faut faire comprendre à ces braves gens qui nous représentent et que nous payons, ce sont nos employés, que la liberté ne se divise pas, quelle qu'elle soit? Il faudrait quand même leur rappeler ce devoir élémentaire.